Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. Ça passe bien. Comment allez-vous? Alors, nous allons faire cette table ronde sur la sensibilisation des jeunes face au numérique. Et je vais inviter donc mes collègues. Ah, très bien. Je vais inviter mes collègues à venir me rejoindre. Tout d'abord, Vanessa Lalo. Ensuite, Corinne Sioka. Ensuite, Diane Rambaldini. Et Adi El Khoury. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vanessa Lalo est psychologue clinicienne et psychothérapeute experte en pratique numérique, jeux vidéo et parentalité connectée. En libéral, elle propose des consultations innovantes et accompagne enfants, adolescents, parents et professionnels dans leurs enjeux numériques. Elle anime des conférences et formations sur les mutations numériques et contribue à des projets novateurs en santé, prévention, éducation et action sociale. Très bien. As-tu quelque chose à rajouter, Vanessa? Parfait. Parfait. Corinne Sioka est consultante en AMOA. Il s'agit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un rôle d'intermédiaire entre les équipes techniques et le client en cybersécurité, organisationnelle, gestion des risques et gestion de crise. Elle, en collaboration avec des experts techniques et expertes techniques, elle est aussi réserviste. RECIM, c'est le réseau d'experts cybermenaces. C'est de la police judiciaire, je crois. C'est bien ça. Voilà, exactement. Et puis membre du CEF6. Diane Rambaldini est une entrepreneure indépendante. Après un parcours comme consultante chez Thales, elle a cofondé ISA France Security Tuesday, une association française et indépendante en 2010, avec pour vocation première d'informer, d'éduquer et d'expliquer le monde numérique afin justement de sensibiliser différents publics aux dangers mais aussi aux opportunités qu'il représente. En particulier les publics les plus vulnérables, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. En 2025, cette association devient Lumérique, un mouvement collectif pour un numérique éclairé, avec pour vocation de réunir des forces pour l'éducation des jeunes et de leurs parents. Dirigeante de Lumérique, Diane est également formatrice dans le domaine de la protection des données, notamment chez un certain Hervé Schauer, HS2, ici présent. Adi El Khoury est un multi-entrepreneur et auteur engagé qui aide les citoyens et citoyennes, des décideurs et organisations à reprendre le contrôle de leur numérique. Il occupe également un poste de directeur dans un groupe qui fournit des services de cybersécurité et de conseil en informatique. Alors, vous allez voir qu'il y a un lien entre Diane et Adi, parce qu'après une carrière en tant que consultant manager chez Thales, c'est là où ils se sont rencontrés, il a cofondé ISA France Security Tuesday et est maintenant dirigeant de Lumérique. Adi... On l'a même créé pendant qu'on était chez Thales.
Alors voilà, ça c'est une information que vous devez noter finalement. Adi a également enseigné à l'école pour l'informatique et les techniques avancées. C'est la fameuse école EPITA. J'ai été également formateur HS2 avant qu'il ne me congédie. Oh là là, oh là là. Parce que vu les nombreuses casquettes, il s'est dit il n'est pas très concentré le garçon. Oui. Il ne mérite plus d'être formateur. Prenez vos... Donc, Adi, redis rapidement ce que tu viens de dire. Parce que oui, je dis j'étais également formateur chez HS2 avant qu'il ne me congédie par simple mail. Il aurait pu m'envoyer un SMS pour acter la rupture, mais il m'a congédié au vu des multiples activités qui m'occupent. Mais ça a été un honneur de travailler à ses côtés. Alors voilà, nous avons aujourd'hui prévu de faire ce point. C'est pour ça que Hervé a été invité spécialement. Voilà, venons-en maintenant à notre sujet. Le sujet que nous avons à traiter est assez sensible, car il s'agit de nos enfants, de nos jeunes, de la place importante que le numérique occupe dans leur vie. Il semble nécessaire de sensibiliser les jeunes aux dangers du numérique. Alors, nous allons commencer par poser la question des enjeux. On parle communément d'hyperconnexion chez les jeunes. On envisage l'interdiction. Valentin, il y a déjà eu un gros non à côté de la part de ma voisine. Absolument, mais Vanessa va porter la contradiction aujourd'hui. Donc ne soyez pas étonnés, ça sera souvent dans ce sens-là, mais c'est aussi pour ça que nous sommes là. Donc oui, on envisage l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais finalement, que cherche-t-on vraiment à protéger? Qu'est-ce qui a de la valeur et que nous cherchons à préserver? Les familles? Les liens sociaux? Peut-être Adi et Diane, vous pouvez répondre à cette question. Alors je vais... elle n'est pas de moi la citation. Elle est d'Amin Maalouf. Et c'est pas plus tard qu'hier, vers 3h35 du matin, que je suis tombé dessus, une interview de 11 minutes sur TV5 Monde, où il dit entre autres que la première dignité de l'homme est d'essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Est-ce qu'on comprend le monde qui nous entoure? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on s'y intéresse suffisamment? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on arrive à s'accorder quelques minutes de réflexion, d'ennui, de vagabondage pour comprendre tous les bouleversements? Je ne le pense pas. Donc, pour répondre précisément à ta question, qu'est-ce qu'on a à protéger aujourd'hui? À mon sens, c'est notre humanité. C'est notre empathie. C'est notre émotion. Moi-même, personnellement, sur les réseaux sociaux, je peux passer du rire aux larmes en l'espace de quelques nanosecondes. C'est pas normal. Entre un faire-part de naissance et un faire-part de décès, je le reconnais, je deviens insensible, au même titre que des millions, voire des milliards de gens. Alors, quid des jeunes générations? Et notre rôle, c'est d'éclairer leur lanterne et justement de leur offrir un espace pour réfléchir, peut-être un peu loin des écrans. Et d'ailleurs, chez Numérique, on est très attaché à ça. On s'adresse à eux sans écran, avec des dessins, avec des cahiers de vacances, avec des livres, avec des mangas, justement pour préserver notre humanité, préserver notre temps, et préserver notre liberté cognitive qui sont totalement vampirisées par le numérique. Merci Adi. Diane, tu veux rajouter quelque chose à cela? Non, on va laisser la contradiction et puis on rebondira. Très bien. Alors voilà, écoutez, il se trouve que la ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique a annoncé donc récemment le thème de la protection de l'enfance comme une de ses priorités. Nous entendons souvent parler des risques et des dangers du numérique. Cela concerne peut-être également les pratiques des parents dans ce domaine. Corinne, j'ai envie de te poser cette question. Peux-tu nous donner des exemples concrets qui peuvent mettre en danger les jeunes ou même des enfants?
Alors oui, mais je vais commencer par reprendre la cybercriminalité, en fait, et puis répondre à la question ensuite qui suivra, qui recouvre un large éventail de profils et de menaces diverses et variées, et notamment parmi lesquels, en fait, la cyberpédophilie est un vaste sujet et qui occupe une place très particulière. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que je suis maman également. Mes enfants sont beaucoup plus grands, mais j'ai aussi tout autour de moi des tas de personnes, en fait, qui ont des enfants, qui publient par ignorance les photos de leurs enfants, parents, grands-parents, qui... ils pensent pas mal faire, c'est chou, c'est vrai, le petit chouchou, il arrive et il le montre sur les réseaux à tout le monde. Alors c'est vrai, c'est un sujet dont on n'ose pas parler, mais moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui, parce que c'est tellement, tellement important qu'il faut en parler, il faut communiquer sur ce sujet-là. Souvent, c'est pourquoi on n'en parle pas, parce que souvent c'est perçu plus comme anxiogène, comme ou voire tabou. Or, pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut communiquer absolument sur ce sujet. La cybercriminalité et notamment cyberpédophilie est devenue quelque chose d'exponentiel. Donc je vais revenir effectivement sur les parents et enfants, l'ignorance en fait et des réseaux en fait des prédateurs qui sont derrière ces réseaux et plateformes en ligne sont devenus donc un terrain de chasse littéralement pour ces cybercriminels. Ces prédateurs, ils se font passer pour les enfants. Ils vont donc aller chercher en fait des photos que, en tant que parents, grands-parents ou même enfants, on va mettre. Ils vont se mettre dans la peau de l'enfant. Ils vont agir en fait sur leur biais cognitif, on en a tous, même tout petits, et leur vulnérabilité. Donc là, je vais plus parler des tout petits enfants. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a des enfants à partir de l'âge de 5 ans qui ont un téléphone portable ou une tablette dans les mains. C'est une génération. Voilà, c'est les choix de chacun. Maintenant, à partir du moment où on met en fait dans les mains d'un enfant ce genre de choses, mon avis personnel, c'est que il faut effectivement prévenir, il faut expliquer. Interdire, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il va aller chercher ailleurs en grandissant. Donc, et s'il n'est pas sensibilisé à ces risques, s'il ne connaît pas en fait les astuces de ces prédateurs, notamment, entre autres, parce qu'il n'y a pas que, il va se laisser piéger. Il va se laisser piéger. Pourquoi ? Parce qu'il y a ses vulnérabilités, c'est sa sensibilité, ses émotions, où ce prédateur se faisant passer pour cet enfant, on va parler, je vais donner un exemple d'un enfant de 7 ans, on va prendre un enfant de 7 ans, il va se mettre dans la peau de l'enfant de 7 ans. Il va s'adapter à son langage, il va jouer sur ses biais cognitifs qui va être l'attachement, l'attention, le manque... d'amour, ça peut être tous les biais que nous pouvons avoir, la curiosité, il va le mettre en confiance. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va obtenir ce qu'il a envie, soit de l'exploitation infantile, qui est quand même quelque chose de très grave. Donc je pense qu'il ne faut plus fermer les yeux. Il faut vraiment en avoir conscience et développer, en parler. Parce qu'un enfant qui est victime, il va se renfermer sur lui-même. Il ne va pas savoir, donc il ne va pas oser, puisque derrière, le manipulateur, il va aussi agir sur d'autres biais, la peur et la menace, vis-à-vis de ses parents. Donc si l'enfant il n'a pas été prévenu, c'est une forme de préparation que chacun doit adopter avec des mots d'enfant, bien évidemment. C'est comme tout, si on n'est pas préparé, voilà. Le fait d'en parler, ça casse les tabous et surtout, ça fait avancer les choses et ça permet en fait que tous, on est tous dans la critique. La critique, elle est bonne si elle est constructive, à mon sens. Ouais. Et surtout à ce sujet-là.
Voilà, donc il faut effectivement les sensibiliser les parents, sensibiliser les grands-parents, les enfants, un petit peu tout le monde. Il y a suffisamment de sources aujourd'hui qui permettent d'aller chercher la CNIL, par exemple, hein, je vais citer, qui, cybermalveillance, peut-être. Mais bon, moi j'ai déjà vu la CNIL ou des associations qui vont effectivement sensibiliser les parents à une méconnaissance, à une ignorance, parce qu'on ne peut plus fermer les yeux. C'est quand même un enfant, c'est un adulte, c'est dur, hein, mais les impacts derrière sont vraiment très sérieux. Merci Corinne. Je rebondis. Excuse-moi Valentin, je rebondis juste effectivement sur le propos de Corinne qui était extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs un sujet, tout ce qui est abus sexuel des enfants en ligne, enfin tout ce qu'on peut mettre dedans, et à commencer par la sextorsion, le chantage à la webcam, effectivement tout ça, nous on en parle dans nos ateliers doses chez Lumérique. Et effectivement c'est un sujet qu'il faut un peu dévoiler avec un langage totalement adapté aux enfants, mais qui est effectivement central et qui va même au-delà. Hein, on va dire le prisme de la nudité aussi a énormément évolué chez les enfants et les ados. Ils n'ont pas forcément les mêmes perceptions que nous adultes sur le sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on voit effectivement traité par les forces de l'ordre, mais qu'on voit aussi, par exemple, dans le rapport de l'association de l'organisme qui s'occupe des signalements de disparition d'enfants, qui a montré effectivement, par exemple, une hausse absolument considérable. On parlait d'égalité homme-femme, une hausse considérable de jeunes filles qui tombent aussi dans des réseaux de pornographie, qui se mettent en scène effectivement, de prostitution exactement. Et ça, c'est un véritable fléau. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, 80% du trafic pour les enfants se passe bien. Il n'y a pas des catastrophes à chaque coin de réseau, hein, c'est pas du tout la question. Mais il y a quand même une partie effectivement de risques et de choses qui tournent mal. Et ça, c'est un sujet qui monte et qui exige aussi que nous, adultes, soyons extrêmement vigilants. Merci Diane. Je vous avais dit que ce sujet était sensible. Alors, il y a un point de vue, il y a ces points de vue que vous venez d'écouter. Cette table ronde est très bien organisée, Nassira, parce que nous allons avoir un autre point de vue de la part de Vanessa. Donc, parce que le discours commun sur les dangers et risques pour les jeunes semble quelque peu, tu as prononcé le mot tout à l'heure, Corinne, anxiogène. Peut-être serait-il nécessaire justement que Vanessa, tu nous donnes un autre prisme, parce que je sais que depuis tout à l'heure, et on a préparé, et je savais que ce moment allait arriver, de la contradiction. À toi. Ok. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, j'ai pris en note. Alors je suis pas en train d'envoyer des textos, hein, je suis sur mon portable parce que voilà, je suis jeune, j'ai pas mon petit carnet de notes avec un crayon, mais je note ce qui était en train d'être dit. Donc je suis avec vous. Effectivement, on a tendance à avoir en fait un prisme assez pathologique. Alors beaucoup de mes confrères, psychologues, voient toujours ce qui ne va pas. Les personnes dans les forces de l'ordre et tout ce qui est cybersécurité, on va avoir toujours des chiffres de tout ce qui est le pire dramatique du monde. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens en fait vont bien. La plupart des gamins vont bien. Et que, à force de parler des dangers du numérique, je cherche la fin de ma phrase pour ne pas être triviale, gonfle tout le monde. C'est vraiment un propos de boomer, en fait, de considérer le numérique comme quelque chose qui est un danger. Le monde réel est un danger. Traverser un passage piéton est un danger. Des gens qui ne respectent pas les feux rouges, il y en a beaucoup. On apprend aux enfants à traverser au passage piéton en regardant d'abord à gauche, à droite, le petit bonhomme. On regarde à gauche, à droite. Bon, on a des règles, en fait, qui nous permettent de faire de la prévention dans notre monde réel. Un des gros problèmes des adultes, c'est que le numérique est considéré encore comme virtuel. Et tant qu'on aura ce mot à la bouche, virtuel, on ne comprendra pas qu'on se plante.
Parce que le virtuel n'existe pas. Le virtuel n'a pas d'ancrage. Le virtuel n'est pas palpable. Alors que le numérique est totalement palpable. C'est une continuité de notre monde réel. Le réel influence le numérique. S'il n'y avait pas notre monde réel, il n'y aurait pas de réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont un reflet de tout ce que nous sommes. Les réseaux n'ont rien inventé par rapport à ce que nous sommes, nous, absolument détestables dans beaucoup de situations, très agressifs depuis le Covid, plein d'incivilités. Donc en fait, on fait juste la même chose, sauf qu'on est planqué par le pseudonymat. Et que donc, bon, tout ça. Mais en fait, on le sait. On n'a rien inventé. Les pédophiles, il y en avait avant. Maintenant, en fait, il y a d'autres situations beaucoup plus massives, beaucoup plus amplifiées, parce que c'est plus simple de mettre en place d'autres réseaux. Mais ils ne se sont pas démultipliés par la fenêtre d'Internet. Il y en avait avant. Et des gens qui sont malades, parce que les pédophiles, on parle quand même de gens malades. Ben, malheureusement, il y en a beaucoup. Le problème n'est pas le numérique. Le problème, c'est qu'on ne prend pas en charge la folie, qu'on ne fait pas d'intervention précoce en santé mentale, que de toute façon, on n'a plus aucun budget pour la santé, et que les gens qui sont en décompensation schizophrénique, on les met dans la rue et qui vont faire tout un tas de choses extrêmement graves sur des personnes. Donc tout ça, c'est circulaire, c'est systémique. On ne peut pas considérer le numérique sans considérer le réel. Le réel influence également notre numérique. Alors si on prend Twitter, par exemple, effectivement, depuis que c'était racheté par Elon Musk, c'est devenu une poubelle. C'est la poubelle d'Internet, des extrémistes, non censurés, tout va à volo, et on a l'impression que le monde part complètement en cacahuète. Bon, il faut quand même se rappeler qu'on n'a que 8% des gens qui ont un compte Twitter, et qu'en fait, ces 8%, on les voit très, 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 très fort, beaucoup, très nombreux, qui font beaucoup de bruit, mais ils sont que 8%. Et donc, en fait, le problème, c'est soit on analyse ça en se disant « Oh là là, au secours, Twitter, c'est un reflet de notre monde réel va pas, au secours, enfermons tous les enfants, on va tous mourir », soit on se dit c'est que 8%, il y a quand même un sacré problème avec ces algorithmes et avec ces plateformes qui ne respectent pas le DSA, parce que n'oublions pas qu'on a quand même le Digital Service Act qui n'est vraiment pas mis en œuvre jusqu'à maintenant, qu'on a des outils législatifs européens pour protéger, pour modérer, qui ne sont pas du tout mis en œuvre par les dirigeants de ces plateformes, et qu'en fait tout ça, ça vient nous angoisser terriblement tous les jours, avec des faits extrêmement graves à longueur de temps. Depuis qu'on a BFM, n'en parlons pas, alors là, on voit tous les faits divers de chaque campagne partout dans le monde, donc toutes les 2 heures, on a l'impression qu'on va tous mourir, que nos enfants vont se faire kidnapper, qu'on va se faire pirater par absolument tout, que bon, les terroristes, tout ça. Mais n'oublions pas que en 1919, les enfants avaient 10 km d'autonomie. En 2007, avant Facebook et avant BFM, on n'avait plus que 300 mètres. Aujourd'hui, je n'ai pas les statistiques, mais c'est certain que maintenant, les enfants ont quasiment même plus 100 mètres d'autonomie. Donc on les empêche d'aller acheter le pain tout seul, on les empêche de s'autonomiser, on les empêche de s'émanciper, parce qu'on a peur du monde réel, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété partout, et qu'il pourrait leur arriver des trucs extrêmement graves dans le monde réel. Mais s'ils restent enfermés à la maison, dans le monde numérique, oh là là, au secours, ils vont devenir débiles, ils vont perdre leur fonction cognitive, ils vont devenir addicts, isolés, violents. Ça va, quoi. À un moment, on va souffler un coup. Notre monde, effectivement, il tient pas très bien la route à certains moments. La question, c'est quand même les incivilités, l'empathie, les compétences psychosociales qu'on n'a pas dans le monde réel. Donc on ne peut pas les avoir dans le monde dématérialisé. Les gamins ne sont pas plus en danger avec Internet que dans le monde réel, mais dans le monde réel, on connaît. Non, ils ne sont pas plus en danger. Sauf que le monde réel, on leur a appris à savoir se protéger de tout ça, on leur a appris à ne pas accepter de bonbons des inconnus, on leur apprend à traverser correctement, on leur apprend à savoir répondre à certaines situations quand on vient les embêter. Sur les mondes numériques, tout est beaucoup plus émotionnel, c'est nous derrière notre écran. Donc là, tout est beaucoup plus compliqué, massif. Donc un enfant qui se fait harceler sur Internet, il va le prendre complètement différemment, beaucoup plus fort émotionnellement, avec beaucoup plus de failles que ça va venir faire éclater que dans le monde réel. Mais tout ça, ça vient aussi appuyer toutes les psychopathologies qu'on connaît initialement, c'est-à-dire les anxiétés, les troubles narcissiques, les troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, phobie sociale, phobie scolaire, dépression. Et en fait, on a tendance à nous créer des espèces de mots fourre-tout avec Internet, comme si Internet devait nous créer des nouvelles pathologies médicales. Alors on parle de l'addiction aux écrans, de la dépendance au numérique, on est accro à TikTok. Tout ça, ça n'existe pas d'un point de vue médical et scientifique. Ça, c'est l'opinion de Tartampion qui, tous les jours, a un copain qui, un neveu qui, il est trop excessif, il est trop sur ses écrans. Oui, mais en fait, on mélange absolument tout. C'est-à-dire que là, je mélange tout dans ce que je vous dis pour vous montrer aussi qu'on mélange tout. C'est-à-dire que les gamins qui se servent d'Internet, ils peuvent aussi apprendre à développer leur vie citoyenne, leur esprit critique, l'éducation aux médias, à aller vers des contenus super chouettes, qui sont très alternatifs. Ils peuvent aller vers de la body positivity pour accepter leur corps tel qu'il est, sans tomber justement dans les méandres de la chirurgie esthétique et de la promotion de la femme objet, tel que ça a toujours été le cas, et c'est pas Internet qui l'a inventé.
On peut aller vers des libérations de tabous en santé mentale. On peut aller vers tous les contenus culturels, artistiques, pédagogiques, tous les apprentissages possibles. C'est la plus belle des éducations populaires, 24/24, 7 jours sur 7. Mais est-ce qu'on en a fait ça? Non, en fait. Quand on est riche et bien éduqué, on va aller vers des contenus super chouettes. Et quand on est malheureusement né dans un milieu défavorisé, on tourne en rond avec des contenus plutôt délétères qui ne nous font pas vraiment décoller parce qu'on n'a pas cette éducation culturelle qui nous apprend à aller dans un musée virtuel, un musée numérique. Et en fait, le gros problème, c'est ça, c'est nos inégalités. On le voit bien, les parents cadres interdisent tous les écrans à leurs gamins, et c'est terrible, parce qu'ils n'apprennent pas les compétences de demain, ils n'apprennent pas les compétences PIX qui sont obligatoires à l'école, parce qu'on a des compétences techniques que l'on doit savoir mettre en œuvre, on a des compétences de culture numérique que l'on a l'obligation de savoir développer durant l'école. Et on a toutes ces compétences psychosociales, France 2030, obligation de savoir développer les compétences psychosociales des élèves. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais on a encore 5 ans pour savoir le développer. Alors c'est quoi? C'est savoir résoudre des problèmes de façon créative, c'est l'empathie, c'est la coopération, savoir avoir un esprit d'équipe, savoir demander de l'aide, savoir gérer son stress, ses émotions. Bon, il y en a plein des compétences, il y en a une quarantaine développées entre les compétences sociales, les cognitives, les émotionnelles. Mais notre vrai boulot, à mon avis, c'est pas forcément de se centrer sur le numérique, et encore moins de dire face au numérique. Et ça, j'embête toujours tout le monde, et je vais m'arrêter après sur ça, je fais un tunnel, désolé, mais comme je dois partir après, j'ai le micro, je le garde. Le vrai problème pour moi, c'est que tant qu'on continuera à dire à la fois virtuel, et qu'on continuera à dire les enfants face au numérique, les dangers du numérique, d'abord les gamins nous écouteront pas, parce qu'ils s'en foutent de ce qu'on raconte, on parle pas de leur pratique, on les angoisse avec ce que nous on a vu comme statistiques, on les angoisse avec ce que BFM nous a raconté, et on leur demande jamais, et toi tu fais quoi pour de vrai ? Tu regardes quoi comme influenceur? Est-ce qu'on peut passer 10 minutes ensemble côte à côte pour regarder un petit peu comment tu t'y prends, comment tu commandes, comment tu bannis les gens, les prédateurs? Mais ils savent très bien, ils ont leurs emojis, etc. Ils savent très bien y répondre, la plupart. Malheureusement, la frange qui nous pose problème, ce sont ceux qui sont extrêmement vulnérables, notamment des gamins qui sont à l'aide sociale à l'enfance, des gamins qui sont en protection judiciaire, des gamins qui sont en grande précarité, en grande difficulté, ou dans les constructions qui sont extrêmement complexes. Ceux-là, oui, vont aller se prostituer très jeunes. Ceux-là, oui, vont tomber dans des méandres, des dérives extrêmement potentiellement graves. Mais la plupart des autres, en fait, ils se dépatouillent très bien, alors que les adultes ne leur ont jamais appris à se servir de ce numérique. Et quand on parle du numérique avec les gamins, on leur dit les risques, les dangers, les risques, les dangers, les risques, les dangers. Et eux, ils voient mes copains, mon divertissement, mes copains, mon activité culturelle, mes copains, mes apprentissages, mes copains, ils sont accros à leurs copains, pas accros au numérique. Oui. Hein? Oui. Et dernier petit truc, et après je vous laisse, pardon, mais n'oublions pas quoi. D'abord, on a été des ados, qu'on faisait des bêtises, que l'adolescence, c'est le moment même où on est excessif, hors limite, où on teste tout, où on négocie le cadre. Donc c'est normal qu'un gamin sorte du cadre, mais si on lui a pas appris un cadre, avec le numérique, bien entendu qu'il va pas savoir à quel moment il doit exploser le cadre, et il peut aller extrêmement plus loin. Mais n'oublions pas non plus qu'on avait des téléphones fixes jadis, hein, qu'on appelait nos copains en rentrant de l'école, qu'on avait du hors forfait France Télécom, que nos parents à la fin du mois, oulala, qu'est-ce que t'as fait encore, nanana, qu'est-ce que t'as encore à dire à tes copines à la fin de la journée, tu les as vues toute la journée. Non, on les voyait pas toute la journée, nos copains. Hein, on était à l'école, on se taisait, on était assis, on écoutait nos profs, on faisait nos devoirs. Et après l'école, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait nos copains, nos copines, et on débriefait. Bon, les gamins, ils font pareil. Donc quand on dit aujourd'hui, ils sont accros à leurs écrans, ils font n'importe quoi, ils sont débiles avec leur contenu. D'abord, toute la journée, ils ont les fesses sur une chaise et ils font ce qu'on leur demande de faire. Et donc les pauvres, ils se divertissent jamais, alors que nous, on se divertit toute la journée, mine de rien. Parce que nous, on fait des pauses WhatsApp au boulot et tout un tas de trucs, hein, avec nos IA et tout. Et n'oublions pas aussi que les gamins, aujourd'hui, quand ils rentrent de l'école, ils n'ont pas le téléphone fixe. Donc ils se connectent sur Snapchat, sur Fortnite, sur Discord, sur leurs jeux vidéo, Oui. sur leurs réseaux sociaux, qui papotent entre eux. Et quand on dit ils sont trop sur les écrans, mais non, un adolescent ne peut pas se construire sans un groupe de pairs. Et sans avoir cette globalité aussi de ce qu'est un groupe, de se confronter, d'être à la fois critiqué, d'être adoubé par un groupe. Et donc, en fait, je crois que pour comprendre vraiment la meilleure des préventions à faire avec les gamins, c'est d'abord de se mettre à leur place, de s'intéresser à ce qu'ils font, de dialoguer avec eux, de comprendre leurs influenceurs, toutes les mauvaises valeurs qui sont transmises par certains, de comprendre les modèles économiques sous-jacents, de parler avec eux de la technique. Et puis de pouvoir accompagner ce mouvement. Si on trouve que leurs contenus sont débiles, à nous de se créer une bibliothèque numérique
et de leur fournir des contenus qui sont vachement chouettes. On en fait tous, là, autour de la table, des contenus super chouettes. Pourquoi ils regardent des contenus débiles ? Donc on peut en fait agir voilà, sur tout ça, puisque de toute façon je vais devoir partir au moment où il y aura les préconisations. Ça me rassure, tu vois, qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Mais bien sûr, c'est juste le prisme qui est différent. Justement, donc, merci. Voilà, pardon. Merci. Non, c'était très intéressant que tu puisses nous donner vraiment ce point de vue-là. Et j'allais te demander, puisque tu vas peut-être partir d'un moment à l'autre. Ouais, ça a commencé à sonner mon réveil. Voilà, justement. Est-ce que tu pourrais juste nous donner si tu avais une bonne pratique pour une prévention positive, donc un conseil que tout le monde pourrait appliquer en partant d'ici. Ça sera la dernière question pour tout le monde, mais puisque tu dois partir, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement avant qu'on passe à ce que Lumérique propose justement et qui font d'ailleurs des super contenus, puisqu'on en avait parlé avec Diane avant de se rencontrer physiquement aujourd'hui. Donc comme quoi le numérique, c'est aussi pouvoir se rencontrer par des réseaux sociaux interposés et se rencontrer dans la vraie vie. Je trouve que c'est assez chouette. Alors c'est ce que je disais juste avant. Pour moi, le conseil principal, c'est de s'intéresser, dialoguer, de ne pas fermer la porte, de ne pas être dans une posture d'interdiction, puisque si on dit à un jeune, encore plus à un ado, qu'on lui interdit, il va avoir qu'une seule envie, c'est de mettre en œuvre tout ça. On voit bien qu'aujourd'hui, on a interdit la pornographie. Qu'est-ce qui se passe avec les fournisseurs d'accès ? On propose des VPN maintenant quasiment gratuitement pour contourner toutes ces réalités-là. Les gamins, les VPN, ils connaissent très bien. On leur met des contrôles parentaux, ils savent les craquer en moins de 2 secondes. Toutes les vidéos YouTube expliquent comment les craquer. Les parents leur ont donné le portable toute leur vie, enfin le portable des parents toute leur vie, donc ils connaissent le code de déverrouillage des parents, donc hop, ils leur mettent un contrôle parental, les gamins vont s'auto-déverrouiller tout seuls. Bon, ne pensons pas qu'on protège les enfants avec des outils techniques. Ça, c'est vraiment un gros problème pour moi, c'est de penser qu'on protège des gosses, de penser que les parents protègent leurs enfants comme ça. On ne protège pas les enfants avec des outils techniques, on protège les enfants parce qu'on les éduque, parce qu'on parle avec, parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils font dans leur réalité et pas la réalité qui est fantasmée. Regardez leur contenu d'influenceurs, les contenus tout court, au même titre que l'école qui nous propose des bouquins un peu enquiquinants, on va dire, mais qui nous permettent d'apprendre de la méthodologie, d'avoir des classiques en tête et de savoir créer d'autres connexions synaptiques. Et puis on a les bouquins un peu sympas qu'on se montre entre copains. Pour moi, le numérique, c'est un peu pareil. Il faudrait que les adultes proposent quelques contenus un peu en plus pour les guider vers autre chose. Et ça, c'est vraiment un des points pour moi les plus importants. Et c'est vrai que j'avais oublié la notion de prévention positive tout à l'heure. Pour moi, une des meilleures manières de faire de la prévention, mais après chacun se l'approprie comme il le souhaite, c'est donner des bons exemples de bonnes pratiques. Parce que quand on leur dit « fais pas ça, regarde, tu risques ça », mais ils s'en foutent, quoi. C'est comme nous, c'est ce que je disais quand on me préparait. Moi, quand j'avais les gendarmes qui venaient m'expliquer Adopi, quand j'étais au collège, mais franchement, on rigolait tous, quoi. Première chose qu'on avait envie de faire en rentrant de l'école, c'était d'aller télécharger illégalement des trucs, alors qu'on l'aurait pas fait si on n'avait pas eu les gendarmes pour nous dire ça. Aujourd'hui, les gamins, c'est pareil. On vient les enquiquiner avec du harcèlement, avec plein de trucs. Mais en fait, derrière, ils se disent « mais c'est quoi ces boomers qui n'ont rien compris ?» Et ils nous regardent vraiment, ça rentre là, ça sort là. Alors que de l'autre côté, on ne leur propose pas du tout d'alternative. On ne leur propose pas de conseils pour savoir s'en servir un peu autrement. On ne leur propose pas des contenus super chouettes qui pourraient leur permettre de se libérer un peu des adultes relous en pouvant tout seul, en autonomie, aller apprendre un peu plus sur la sexualité sans avoir besoin d'en parler avec les parents, par exemple, et ainsi de suite. Donc moi, je suis plus vraiment dans mon principe à inverser en fait ce qu'on fait actuellement et d'essayer de leur montrer. Tiens, nous, on s'en sert pas forcément toujours bien, mais tiens, regarde-moi comment je m'en sers, tiens, montre-moi comment tu t'en sers. Ah tiens, finalement, gagnant-gagnant. On a tout à apprendre en fait en étant en intergénérationnel. Le parent qui a peur de cliquer et de tout casser, l'enfant qui clique partout mais qui n'a pas d'esprit critique. Et si on se met ensemble, en fait, en collectif, déjà, on a tout à gagner. Et dans les familles, le principal problème que moi j'ai dans mes consultations, c'est qu'en fait, il y en a un qui regarde la télé, l'autre la tablette, l'autre le téléphone, l'autre son jeu vidéo. On se retrouve à dîner ensemble, personne n'a rien à se dire parce qu'on n'a rien vécu en commun. Avant, on avait la télé, le patriarche qui nous obligeait à regarder un truc, on subissait, mais on n'avait pas d'autre choix que d'en parler parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, comme chacun a son activité très individuelle-centrée, c'est ça le problème. C'est pas tant nos outils numériques, c'est qu'on n'a rien à se dire, qu'on partage rien, qu'on met rien en collectif. Donc finalement, autant partager des contenus, partager un truc sur YouTube. Le parent montre son archive INA un peu marrante, le gamin montre sa vidéo de Squeezie, puis on en parle. Et puis en fait, c'est comme ça qu'on peut avancer de manière assez sereine. Et en fait, au fur et à mesure, faire de la prévention cyber, etc. et gagner en compétences nous-mêmes. Parce que les adultes,
la cyber, ils connaissent pas vraiment non plus. Et heureusement qu'il y a les gamins pour leur montrer Oui. par moments certaines choses. Oui. Et je m'arrête Alors, parce que de toute façon, je vais devoir Vanessa, partir. je sais que ça faisait très longtemps que tu souhaitais... Mais j'attendais de parler de tout ça. Que tu souhaitais rencontrer Diane et Adi. Tu me l'as dit hier. Donc si tu veux bien rester un petit peu, parce que là, nous allons aborder les ateliers d'Ose. Numérique, Diane et Adi, est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions, justement ? Alors nous, en bon professionnel de la cybersécurité, il y a quelques années, on est allé en établissement scolaire avec beaucoup de certitude en disant aux gamins, il ne faut pas que tu partages ton mot de passe. Ils nous regardaient avec un rictus, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On s'est dit avec Diane, il y a un truc qui cloche. Viens qu'on se mette en mode laboratoire et essayons de creuser. On a creusé. Les gamins nous ont dit, t'es mignon toi. T'es très mignon. Moi, quand je pars en vacances, mes parents m'interdisent le smartphone. Il faut pourtant que je maintienne la flamme sur Snap. Comment je fais ? Je partage mon mot de passe. Donc ça, tout ça pour aller dans ton sens. Donc usage, comprendre leur usage. Donc c'est là où on a mis à la poubelle tout ce qu'on savait et on s'est dit qu'il y a une culture G numérique, ou du moins de la matière à réfléchir autour du numérique à mettre entre leurs mains. Et c'est comme ça qu'est né l'atelier d'Ose, qui est un atelier sans écran, qui se base sur des planches dessinées. Il y en a 6 à 8 planches, différenciées pour les moins de 13 et les plus de 13. 55 minutes en classe, pour une classe de 30, de préférence en présence du professeur ou de la maîtresse. Première question, première planche, c'est une famille à table où les parents ont le nez dans le téléphone, mais les ados ne l'ont pas. Et on voit qu'ils sont agacés. Donc pour inverser, pour les mettre justement en confiance, ne pas les stigmatiser. Le modèle économique, comment ça se fait que c'est gratuit, mettre un visage sur les cookies, les rencontres en ligne, vers qui se tourner. Tout ça, c'est de la matière à réfléchir et ça produit des étincelles parce qu'on nous dit après qu'ils discutent énormément entre eux. Les profs et les maîtresses et les directeurs d'établissement permettent de faire des liens avec des choses qu'ils ont observées et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre parfaitement. Et ça prolonge dans la cour de récré et au sein des familles. Et le questionnaire qu'on envoie 2 mois plus tard a montré que ça produit son petit effet. Je commence à désactiver mes notifications. J'ai compris maintenant pourquoi il ne faut pas prendre mon smartphone pendant le dodo, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que l'Umérique se veut, depuis le 1er avril 2025, quand on a lancé ce mouvement au forum InCyber, se veut un mouvement collectif, national, ample, en mode Tupperware, pour que chacun, chacune, autour de soi, puisse répercuter ce message et qu'on puisse calmer également les angoisses des parents. Moi, j'entends tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais de manière concrète et pragmatique, il va falloir dire aux gamins qu'il faut que tu calmes les angoisses de ton papa, de ta maman, qui truffent tes baskets Skechers d'AirTag. J'ai partagé ça il y a quelques semaines sur LinkedIn. Okay, Skechers, marque de basket. Ils ont un endroit pour dissimuler le AirTag. Le AirTag, vous savez ce que c'est, hein ? Un produit Apple pour retrouver ses clés ou ses bagages. Skechers ont prévu un endroit pour cacher la chose. J'ai dit, nous, chez Numérique, on est contre ça. On est contre ça, parce que ce n'est pas une marque de confiance. Plus de 200 000 vues. C'est mon post best-seller. Faut aller lire les commentaires. Faut aller lire les commentaires. C'est hystérique. Mais quoi, vous n'avez pas d'enfant, et puis vous êtes inconscient, et puis de toute façon, il y a des kidnappings à chaque coin de rue. Donc, tout ça pour dire qu'on baigne, nous les adultes, dans un environnement anxiogène où un rapt, un kidnapping, un seul, sur 60 millions d'habitants, est répété 60 000 fois sur BFM, et on a l'impression qu'il y a des kidnappings à tout coin de rue. Donc, d'où la nécessité, chacun autour de soi, de mettre de la matière à réfléchir sans dire bien ou pas bien. J'ajouterais juste un point important. Nous, on a un rêve. C'est de redonner justement la main aux jeunes sur le numérique, justement. Parce que nous, on avait une obsession quand on a commencé nos ateliers d'Ose. C'était vraiment de leur donner des clés de compréhension et de réflexion sur ce monde numérique dont ils sont consommateurs. Et finalement, ils ont des âges où eux n'ont pas participé à la création, n'ont pas été témoins de cette création. Donc, contrairement à des gens qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années, ils ne savent pas forcément comment tout ceci s'est construit. Et donc, ils sont beaucoup plus consommateurs finalement que créateurs. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que imaginez des enfants ou des ados qui ont entre 15 et 20 ans. Regardez ce que vous avez connu avec l'âge que vous avez et ce qu'eux n'ont pas connu.
Ça fait une grosse différence quand on pense à ça. Par exemple, des gens qui n'ont pas vécu le crash du World Trade Center, par exemple. Moi, je peux vous dire que là-dedans, ça change énormément de choses par rapport au terrorisme, par rapport à toutes ces questions. Donc se mettre à la place des enfants et savoir ce qu'ils vivent, et surtout leur histoire, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu, les présidents qu'ils ont connus, voilà, l'histoire à laquelle ils ont participé, vous aide à comprendre énormément de choses quand vous les avez devant vous. Et donc, ils ont forcément des réactions un peu différentes par rapport à certains sujets. Et nous, on avait un rêve, c'était vraiment de leur donner ces clés de compréhension et de réflexion par rapport à ce numérique. Pourquoi, effectivement, tout est gratuit ? Comment ça marche ? Pourquoi on est tracé ? Quels sont, effectivement, les modèles économiques ? Comment tout ceci s'alimente ? Voilà, et ça, ils ont besoin de le comprendre. Parce qu'effectivement, quand on leur parlait de cybersécurité au début, les mots de passe et compagnie, ils nous regardaient effectivement comme des extraterrestres. Et on a compris après pourquoi. Parce qu'ils n'avaient pas les tenants et les aboutissants du risque. Ils ne comprenaient pas. Quand vous avez des enfants qui vous disent, par exemple, Facebook, Snapchat, mais c'est créé par un mec sympa qui a le temps un peu le week-end de me divertir. Déjà, ils ne savent pas la notion de plateforme. Ouais, à l'époque. Facebook, Snapchat, YouTube, tout ça. Voilà comment ils le prenaient. Il y en a d'autres qui nous ont dit, tout ça, c'est créé par par nos impôts. Donc là, vous dites, ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, alors donc là, je crois qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Mais tout ça, c'est normal. L'école n'a pas encore intégré ce genre de cours. Bien heureusement, les choses changent. Je te parlais de la certification PICS. Après, il y a un vrai sujet. Le sujet de ce qu'on veut donner aux jeunes. Est-ce qu'on veut en faire des bons travailleurs qui vont bien utiliser le numérique pour devenir hyper performants quand ils auront un job ? Ça, c'est une question. C'est à laquelle répond PICS, d'ailleurs. Leur donner des outils, leur rajouter une ligne sur leur CV pour qu'effectivement, ils soient performants. Et après, il y a en faire des bons citoyens, c'est-à-dire des citoyens éclairés par rapport à ce qu'ils vivent. Et ça, nous, on a un rêve, c'est redonner effectivement ces clés-là, les clés du numérique aux jeunes, pour qu'ils construisent des systèmes et des modèles qui soient beaucoup plus vertueux que ce qu'on a créé aujourd'hui. Enfin, que ce qu'on a créé, que ce que 4 ou 5 individus ont créé pour le monde entier. Et c'est ça qui est important. Et tu parlais d'alternatives. Là, je suis complètement, effectivement, en phase avec tout ça. Il est nécessaire de leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec le numérique, ce qu'ils peuvent faire avec tout ça. Qu'ils peuvent créer des blogs, qu'ils peuvent créer de l'intelligence, eux-mêmes, des productions, des trucs intelligents. Il n'y a pas besoin de se gaver, effectivement, de vidéos de chats toute la journée sur Instagram. Non, ils ont le pouvoir de faire des choses. Et c'est pour ça que nous, on est totalement contre l'interdiction. Ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va interdire aux gamins d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir un téléphone jusqu'à 15 ans. Et à partir de 16, ils ont le téléphone et ils font quoi s'ils n'ont jamais appris à s'en servir ? Ça va pas être mieux. Donc ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu le rapport qui a été fait en 2024 par un collectif d'experts, ce rapport est d'ailleurs, je vous invite à le lire, un peu long mais très, très, très instructif sur les enfants écrans à la recherche du temps perdu. Il y a des infos intéressantes dedans. Et c'est vraiment ça. C'est comment je peux redonner du sens. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Parce que alors, on s'est justement, regardé. Diane, mais voilà, mais c'est important de leur redonner des clés pour inventer d'autres modèles. Absolument. Alors, nous sommes maintenant, il nous reste un quart d'heure. Je pense que c'est le moment des questions. J'imagine que vous avez plein de questions à poser. Alors, Nassiara, oui. Du coup, désolé, je vais en profiter pour partir. Non, bouge pas, j'ai une question pour toi. Ah toi. mince, oui. Alors, vas-y Nassiara. J'ai 2 minutes. Oui, en fait, il y a un axe sur lequel j'aurais franchement souhaité vous écouter, l'axe éducation nationale. Est-ce qu'il ne faut pas que l'éducation nationale s'empare du sujet, comme on leur donne des cours, je veux bien, les cours de conduite tout petits, les miens, ils ont eu ça à l'école primaire. Pourquoi pas de l'éducation
à l'usage du numérique par un sujet porté par l'éducation nationale. Pour info, j'ai écrit à 3 ou 4 ministres de l'éducation nationale pour poser la question, j'ai toujours pas de réponse. Mais quel est votre avis en fait? Vanessa, vas-y. 3 ou 4 ministres en 2 semaines, c'est ça? Non, 15 ans, ça fait 15 ans que je suis sur le sujet. Non, c'était une petite blague. Alors, comment répondre à cette question? Le problème de l'éducation nationale, c'est que d'abord, ils n'arrivent pas à suivre, c'est une énorme machine. Former les profs, ils ont une obligation d'avoir 18 heures de formation par an. C'est nul, vraiment, c'est 18 heures par an. Ils ne sont pas remplacés pendant ces cas-là. Ils n'ont même pas en fait, l'accès pour de vrai aux 18 heures par an. Quand ils doivent mettre en place des choses numériques, c'est avec leurs propres deniers. C'est à eux de tester des applications qu'ils payent, etc., d'acheter leurs iPads. Enfin, ça marche sur la tête. Et après, quand ils arrivent à avoir mis en place un truc super chouette, de toute façon, le Wi-Fi ne tient pas la route parce que y a 400 personnes sur un Wi-Fi, que le DSI a tout bloqué, qu'en fait, de toute façon, ce qu'ils ont voulu mettre en place n'est pas accessible. Enfin, il faut voir les galères techniques auxquelles ils sont quand même confrontés. N'oublions pas non plus que l'éducation nationale, les pauvres, on leur a quand même mis maintenant en plus. Alors, il y a les cours à l'éducation sexuelle et affective, il y a la laïcité, il y a... à un moment, ils sont complètement tous en burn-out, les profs. Et ils se demandent par moment comment ils peuvent continuer à apprendre aux gamins juste le programme fondamental, essentiel. Et donc c'est assez compliqué. Moi, je suis vraiment je milite pour que le numérique soit distillé absolument partout, en fait, dans les sphères de ce qui est en éducation pour les enfants. L'éducation nationale, bien sûr, avec les dynamiques qui ont encore besoin d'être très, très allègrement poussées, mais c'est pas avec les réductions budgétaires qu'on va s'en sortir, hein, soyons honnêtes. Et que ce soit mis aussi dans les médiathèques, tous les lieux culturels, les Fab Labs, les institutions diverses et variées, les espaces jeunes, tous les endroits qui sont en fait visités par des jeunes et des moins jeunes, parce que le numérique, c'est l'affaire de tous, que l'inclusion, c'est aussi l'affaire de tous, que beaucoup de gens sont encore en fracture, mine de rien également, qu'il y a des gamins qui sont effectivement juste que des cliqueurs. J'aimais bien ce que tu disais sur ça. Moi, je parle aussi beaucoup du consomme acteur, pour être au moins, pas forcément toujours créateur de quelque chose qu'ils ne savent pas toujours faire, en tout cas pas au début, mais d'être au moins acteur de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, en fait, on peut faire porter ce poids à l'éducation nationale. C'est un petit peu compliqué aussi. Les parents devraient également s'en préoccuper et souvent ils délèguent à l'éducation nationale et aux autres adultes cette responsabilité d'éducation aussi, parce que eux-mêmes ne savent pas forcément toujours, ils sont démunis, ils n'ont pas le temps. Et on est quand même dans une société où on n'a tous pas le temps. Quand on dit à la recherche du temps perdu pour les gamins, pardon, mais c'est les parents qui sont en recherche de temps perdu tout le temps et qui passent leur temps à perdre leur temps, à faire tout un tas de trucs débiles sur Internet, mais ils vont dire j'ai pas le temps. Bon, à un moment, on priorise aussi notre temps et on peut faire des trucs débiles ensemble dans ce cas-là. Bon, mais c'est pas évident aussi, hein, tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a tous pas le temps. Donc quand moi je dis à des parents ou à des profs de l'éducation nationale, intéressez-vous un peu aux influenceurs, fouillez un peu. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais vous avez cru que ça allait tomber comme ça, tout cru par qui, en fait, qui va aller créer cette super plateforme de centralisation de contenus géniaux, qualitatifs. Et ça fait 15 ans que moi j'essaye de les mettre en œuvre quelque chose comme ça et on n'y arrive pas. Alors que pour moi, c'est vraiment le truc qui serait le plus essentiel, d'avoir un endroit où tous ensemble on pourrait enrichir des super contenus super chouettes qui font du bien, qui sont inspirants, positifs, parce qu'on a plein de contenus délétères, mais enfin on a plein de contenus chouettes, quoi. C'est comme les chaînes de télé, on en a 500, mais enfin bon, voilà, quoi. Je crois qu'Adi a une idée originale que j'ai lue. Alors pas originale, je n'ai rien inventé là. La semaine dernière à Ludovia en Belgique, j'ai inventé quelque chose. C'est de déléguer la cybersécurité d'un établissement scolaire aux 3 élèves qui lèvent la main suite à un atelier d'éveil au métier de la cybersécurité. L'idée fait son chemin, visiblement elle est intéressante. Mais je ne vais pas inventer là des idées. Également, nous, on a discuté avec l'éducation nationale, avec les académies, avec les profs. Même en temps de paix, même en temps de stabilité politique, c'était extrêmement compliqué. Alors en temps d'instabilité politique, je ne dis pas qu'il faut oublier les ministères de tutelle. Mais il faut être pragmatique. Et nous, on l'a été dès 2016, quand Diane a eu l'idée de sortir le premier cahier de vacances sur la sécurité numérique, les As du Web, qu'on vous offre d'ailleurs à la sortie. Hein, il y a des exemplaires, servez-vous, c'est pour les 7-11 ans. Distribué à 2 millions d'exemplaires papier, ça c'est hors les piratages un peu sauvages, hein, de certains groupes du CAC 40 qui ont pris le PDF, l'ont transformé en bons à tirer et les ont imprimés par milliers. Donc déjà 2 millions, ça c'est ce qu'on a enregistré, au-delà du visionnage
sur Calameo. Donc ça a été fait hors éducation nationale. Encore une fois, nous sommes dans un pays où le tissu associatif est tellement riche, mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et là, l'appel que je lance et que je relance avec Diane pour la énième fois à l'écosystème cyber, travaillons ensemble. Ce sujet-là de protection de la jeunesse ou d'accompagnement de la jeunesse ou de faire réfléchir la jeunesse autour de ça, ça peut être l'engagement sociétal des acteurs de la cyber. Il y en a plusieurs qui abondent maintenant dans notre crowdfunding sur Helloasso, qui financent des ateliers doses. On relance l'appel, fédérons, ayons un même objectif et travaillons ensemble pour ne pas se disperser. Et le jour où l'éducation nationale saura s'emparer du sujet, tant mieux. Mais n'oublions pas que même face à l'IA et à la déferlante IA, la déferlante IA devrait faire en sorte que tous les ministères d'éducation nationale dans le monde se mettent en gestion de crise permanente. Et ils ne le sont pas. Donc, face à ça, il faut que ça soit une culture populaire en mode Tupperware. Voilà. Merci. Peut-être Corinne, tu as quelque chose à répondre aussi. Pardon, cette fois, Nassira. du coup, je file parce que j'ai un rendez-vous médical. Je peux pas être en retard. Voilà, vous saurez tout. Merci. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors après, il y a du pour et du contre. Effectivement, il ne faut pas passer dans le côté parano. Par contre, oui, comprendre, communiquer, c'est ce qu'il y a vraiment d'important. Savoir, en fait, c'est comme tout. Que ce soit un enfant ou un adulte, s'il ne connaît pas les risques, forcément, il ne va pas s'en prémunir. Là, on est plus sur de la culture de la sécurité globale, comme nos parents ont pu nous apprendre. Hein. C'est juste transmettre et diriger. Bien sûr que sur les réseaux, ça dépend quel réseau. Parce que, excusez-moi, moi j'ai essayé TikTok. Mais bon, voilà, ça c'est un point de vue personnel, mais chacun doit trouver son compte et avancer. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont très intéressantes et très enrichissantes. Il n'y a pas que le mauvais. Après, je vais être en contradiction, c'est dommage qu'elle soit partie, dans le sens où c'est un champ, en fait, on parle de cyberpédocriminalité. Je n'ai pas les chiffres actuels parce que je n'ai pas pu les récupérer, j'ai pas eu le temps, j'en suis désolée, j'aurais bien aimé. C'est vraiment en grosse croissance et c'est un champ ouvert. Alors oui, ils ont toujours été là, ils ont toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mondial. Voilà. La différence, elle est là. Au même titre que quand vous êtes sur les réseaux, un enfant, comme un adulte, hein, c'est arrivé à plein de gens, si on ne met pas certaines fonctionnalités, vous allez avoir des sites pornographiques qui vont arriver. Moi, j'ai mon fils, je devrais peut-être pas le dire, mais qui m'a dit, tiens, je suis tombé sur un truc, mais c'était horrible, quoi. Et je dis, oui, mais pourquoi t'as regardé? La curiosité. Voilà. Oui. Merci Corinne. Diane? Je voulais juste effectivement rajouter, pour rebondir aussi sur ce que disaient Vanessa et Corinne, hein, sur l'importance effectivement de la place des enfants, la place des parents, pardon, dans cette éducation des enfants. Nous, chez Lumérique, on s'intéresse vraiment de plus en plus aux parents, parce que c'est souvent là aussi où le bas blesse. Et sur un point qu'on n'a pas vu peut-être tout de suite, mais au fil des ans, ça nous a vraiment frappé. C'est la démission des parents face à cette relation enfant numérique. Les parents se disent souvent que n'étant ni geek, ni expert en cyber, ni expert en protection numérique, ni connaissant absolument rien, ne connaissant pas les plateformes, eh bien, ils s'interdisaient en fait tout bêtement d'exercer leur autorité parentale dans cette sphère. Et ça, c'est absolument dramatique. Cette démission, ce fatalisme, et c'est réellement ça qu'on essaye de faire dans nos ateliers de parentalité numérique, c'est vraiment réinsérer les personnes dans leur autorité parentale. Et l'autorité parentale, attention, hein, c'est pas que aller interdire le téléphone à son enfant, c'est pas cette question-là. Oui. C'est vraiment réinstaurer une éducation vis-à-vis de ça. Et il n'y a pas besoin d'être geek. Il n'y a pas besoin d'être geek pour ça. Je veux dire, on aime tous nos enfants. Leur dire que, eh bien, on s'intéresse à leur vie numérique, ça commence vraiment par là, est fondamental. De la même façon que quand vous attendiez vos enfants à la sortie de l'école, vous leur demandiez comment s'est passée leur journée à l'école,
Mais il faut faire exactement la même chose aujourd'hui dans leur sphère numérique. Et ça, je suis entièrement d'accord, et on abonde complètement dans le sens de Vanessa là-dessus. Il faut arrêter de distinguer ces deux vies. Oui. Vous mettez 3 enfants en brochette sur un canapé, ils vont peut-être échanger par la voix, mais ils vont aussi peut-être en même temps s'envoyer des messages via Snapchat. C'est aujourd'hui une prolongation d'eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce continuum dans la tête, de comprendre comment ils fonctionnent et d'arrêter de penser les choses de façon distincte. Hein. Oui. Donc s'intéresser à leur vie numérique est hyper important. Merci beaucoup, Diane. Une dernière question, si quelqu'un a une question dans la salle. Bonjour, vous n'avez pas mis en relation la fracture du numérique et les inégalités sociales. Tous les enfants, tous les jeunes n'ont pas forcément l'accès aux mêmes outils numériques. Et est-ce que cette fracture numérique ne creuse pas finalement les inégalités sociales? Si, il y a plein d'études qui Il nous montrent... reste 4 minutes. Oui. Donc il y a plein d'études qui montrent que dans les catégories socioprofessionnelles qui sont plutôt... ou dans des classes sociales modestes, le seul loisir qu'on peut donner à l'enfant, c'est le smartphone. Et donc le temps d'écran des adolescents et des enfants dans ces classes sociales explose. En plus, ils sont dépositaires des mots de passe de leurs parents, parce que ce sont eux, les enfants, qui font les démarches administratives. Donc ça les expose à plus de choses. Et ce que j'ai appris hier, pas plus tard hier, en discutant avec la CPE dans un lycée, c'est que même dans des villes où les classes sont hyper hautes, et où ce sont des gamins de patrons de grandes entreprises, à l'école, ils ont des 18 et des 19, et par contre, ils déversent dans leur vie numérique tout ce qu'ils ne montrent pas dans la vie de tous les jours. Et donc, ils font des choses, ils se mettent en danger dans le numérique parce que, justement, ils ont une éducation très stricte pour avoir 18, 19 et puis être bien en société. Donc oui, ça mérite d'être creusé, cette analyse, et d'adapter, justement, les accompagnements en fonction de cela. Merci. Alors, nous avons juste 2 minutes encore. Diane, Corinne, si vous voulez rajouter quelque chose, même un conseil, pour qu'on puisse partir avec quelque chose de positif. Alors moi, le conseil que j'ai à donner, communiquer, tous entre vous, comme disait, l'humain, replacer l'humain. La cybersécurité, c'est absolument pas anxiogène. Cyber, ça veut dire piloter. Sécurité, c'est votre sécurité à tous, à nos enfants, à tout le monde. Donc un esprit critique constructif, c'est mieux. Et vérifiez, croisez les informations. Renseignez-vous, informez-vous, il y a beaucoup de choses à regarder, il y a des choses intéressantes. Il faut rester, puis il y arrive aussi. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir le bon comme le mauvais. Alors, merci. La conclusion pour Diane. Allez, j'allais dire la même chose, mais je vais changer un petit peu. Essayez de travailler une charte numérique à la maison. Ça fera autant de bien aux enfants qu'aux parents, puisqu'on est les premiers à donner les exemples. Et déjà se restreindre soi-même. Quand je dis se restreindre, c'est penser à faire des activités ensemble, des activités qu'elles soient numériques ou autres. Mais en tout cas, passer du temps avec nos enfants. Je vais vous dire une petite chose. Quand on donnait des ateliers dose, là on en fait un peu moins. En 1 minute. Mais mais quand on fait des ateliers dose en école primaire, on demande aux enfants est-ce que vous avez encore l'occasion de discuter avec papa et maman? Et on a généralement entre 90 et 95% d'élèves qui lèvent la main pour dire qu'ils ne discutent plus jamais avec leurs parents. Et ça devrait tous nous faire réfléchir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Alors, je vais faire la transition entre cet atelier et le prochain qui est la présentation. Alors, excusez-moi, j'ai découvert un truc aujourd'hui, Nassira. Je t'en veux. J'ai découvert que j'étais vieille et has-been parce que j'avais des papiers et peut-être même des stylos pour prendre des notes et écrire. Donc, voilà. Donc, je vais continuer à aimer le papier et le stylo malgré tout, mais... Non, mais puisqu'apparemment, les jeunes vont sur téléphone et les vieux sur papier. Avant d'appeler Nassira, je voulais juste rappeler un point important pour conclure cet atelier qui était fort intéressant, c'est de se dire aussi qu'aujourd'hui, en France, on a 1,2 million de vues
de pornographie par des mineurs de moins de 14 ans tous les mois. Donc il faut aussi se poser ces questions-là. C'est pas toujours les adultes qui poussent les enfants à aller voir ces vues sur Internet. Et c'est un enjeu de société, mais c'est aussi un enjeu d'environnement. 1,2 million de vues par mois par des mineurs de moins de 14 ans, éducation et consommation.